Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour une nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne, vous êtes vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Évidemment, une grande partie de cette édition de Face aux chrétiens sera consacrée aux suites du drame de Charlie Hebdo, après la sidération, après la peur, la compassion, la célébration, l'unité nationale aujourd'hui. La question qui se pose, c'est « et maintenant, on fait quoi ?» Et avec vous, nous nous interrogerons sur les questions de sécurité, d'éducation, de prévention, de laïcité, d'intégration. Vous serez interrogé dans cette édition par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, après les attentats et le climat d'union nationale, c'est l'état de grâce pour le président de la République et le gouvernement. Est-ce que vous pensez que leur gestion de crise peut changer le regard sur François Hollande et la gauche qui gouverne? Olivier Faure. Je ne sais pas si j'ai envie de vous répondre. C'est pas le moment? Voilà, c'est pas le moment. Mmh. Au fond, est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Les sondages, ça va, ça vient. La popularité, est-ce que c'est ça être un homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui sait à un moment donné prendre une situation et essayer d'y répondre avec ses convictions, avec sa force, avec sa capacité à fédérer aussi un pays. Est-ce qu'il y parviendra, est-ce qu'il ne parviendra pas? L'histoire le dira, et puis après, les Français sanctionneront ou pas son comportement le moment venu. Mais honnêtement, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est se faire abstraction totale des sondages et se poser la seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on maintient effectivement une forme d'unité, comment est-ce qu'on consolide la République dans un moment qui est un moment dramatique, et le reste est vraiment accessoire. Romain Masneau, RCF. Maintenir l'unité, ce n'est pas facile. En fait, il y a quand même des réactions qu'on entend très différentes, très disparates. On entend par exemple certains dire, je caricature à peine, finalement ils l'ont bien cherché. Ils l'ont bien cherché. Voilà, qui sème le vent récolte la tempête, etc. Et puis d'autres qui disent, finalement c'est la faute des religions. Chaque religion suscite son propre fanatisme presque automatiquement. Enfin, est-ce que finalement les terroristes n'ont pas réussi à mettre le doigt sur les divisions françaises? Est-ce que vous ne craignez pas que ces fractures s'accentuent dans les mois et les années qui viennent? Olivier Faure. C'est le piège. C'est le piège qu'ils nous tendent. Que cherchent-ils? Ils cherchent évidemment à opposer plusieurs parties de la société française et, par ce fait, à radicaliser celles et ceux dont ils pensent qu'ils peuvent être demain les nouveaux disciples du terrorisme. Et donc, quel est notre objectif à nous? C'est effectivement d'apporter une réponse qui est celle du 11 janvier. Un peuple debout, un peuple uni, qui refuse non pas de voir ses propres divergences, mais qui accepte l'idée, qui repose sur l'idée que nous avons l'essentiel en commun, et l'essentiel en commun, c'est cette capacité à vivre ensemble, qui est la devise républicaine, qui est la République tout court. Et donc, le « je suis Charlie » ne voulait pas dire « je partage la ligne éditoriale de Charlie Hebdo ». Beaucoup de ceux qui ont défilé ne lisaient pas Charlie Hebdo et ne se reconnaissaient pas dans les caricatures ni du prophète, ni du pape, ni de Moïse. Mais ils avaient en commun cette volonté de vivre ensemble et de dire qu'ici, sur ce territoire, tout peut être écrit, pensé, dit, à la condition évidemment de ne pas mettre en péril la vie d'autrui. Mais on est sur ces bases-là, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui produire. Et donc, c'est vrai que cette unité n'est pas facile, parce que ça fait des années, voire des décennies, que les choses filent, et que nous avons aujourd'hui progressivement un remplacement de l'idéal d'égalité par une revendication d'identité. C'est valable évidemment pour les musulmans, mais c'est aussi valable pour une partie des catholiques qui sont à revendiquer plus fortement qu'autrefois leur identité parce qu'ils estiment qu'elle est celle qui les structure, qui les protège aussi du reste du monde et donc qui leur permet d'être ce qu'ils sont. Louis Dauphren va vous demander d'aller plus loin pour Radio Notre-Dame. Le choix d'une société multiculturelle, d'importer des cultures étrangères, en fait, il remonte quand même à 40 ans, à peu près, grosso modo. Donc c'est quand même la conséquence d'un choix qui est très ancien. On a le sentiment que vous découvrez une réalité tout d'un coup, alors qu'il y a un choix qui a été fait, dont on paye peut-être les conséquences d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il y a un retour. D'où ça vient, ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Olivier Faure. La genèse, ça vient d'où? Mais personne ne tient... Enfin d'abord, moi je
Je considère que ça fait bien longtemps que, y compris tous les élus locaux, savent ce qui se passe, l'expliquent, l'expriment. C'est pas nouveau. Et cherchent des réponses. Sur le terrain, vous le savez. Personne ne découvre aujourd'hui la situation. En même temps, elle s'exacerbe parce que nous sommes dans un moment de tension particulière. J'étais hier soir avec un jeune homme qui est moins jeune aujourd'hui, mais qui me racontait la façon dont les djihadistes avaient cherché à l'emmener en Afghanistan il y a déjà plus de 10 ans. Et à l'époque, ça ne se passait pas par Internet, ça se passait tout simplement par un racolage assez basique, mode témoin de Jéhovah. On regarde les boîtes aux lettres, tous les noms à consonance maghrébine sont sollicités, on frappe à la porte, mon frère, etc. Donc et déjà à l'époque. Déjà à l'époque, et on cherche à faire basculer une partie de cette jeunesse vers une radicalité. Et donc, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Et heureusement, finalement, on peut reconnaître aussi le fait que peu de jeunes des quartiers, comme on dit, ont basculé dans cette forme-là. Aujourd'hui, on a une recrudescence qui est liée à des facteurs qui sont liés, notamment le net, et puis aussi la puissance symbolique d'Al-Qaïda hier, de Daesh aujourd'hui, qui ont réussi à créer une forme d'héroïsme, entre guillemets, mais qui ont réussi à exporter un modèle qui peut être un modèle pour des jeunes qui sont d'abord en recherche d'estime d'eux-mêmes et qui cherchent l'estime des autres et qui peuvent parfois, à travers ce mode d'action fou, penser trouver la réponse aux questions y compris dans les quartiers dont vous êtes l'élu. Y compris dans les quartiers dont je suis l'élu, il y a des jeunes qui peuvent être tentés par cette radicalité. Hier soir, de cette discussion avec de nombreux musulmans, qui me disaient, mais le problème c'est que il faut leur redonner à ces jeunes-là une espérance. Cette espérance, c'est au départ un mode de réussite, un modèle. Une espérance au départ, qui soit pas mortifère. À 12 ans, ils veulent être tous champions de football. Et puis, à 14, ils veulent être chanteurs de rap. Et puis, comme à 15, ils sont ni l'un ni l'autre. Voilà. Après, c'est soit nous arrivons à leur offrir un chemin qui est celui de la réussite scolaire et de l'inclusion dans le monde. Mais manifestement, ils n'y croient plus. Et puis, ceux qui n'y arrivent pas et qui donc se disent qu'est-ce qui me reste comme voie de la réussite, la délinquance, et pour les plus fragiles, potentiellement aussi le djihadisme. Mais je veux le dire à ce moment précis de l'émission. En même temps, c'est là où il faut effectivement éviter toute forme d'amalgame. C'est que, d'abord, ces jeunes ne sont pas si nombreux. Ce sont 3 jeunes aujourd'hui qui ont basculé dans le terrorisme. 1 millier de jeunes qui sont aujourd'hui susceptibles de passer à l'acte, nous dit-on. C'est toujours trop. C'est évidemment beaucoup trop, mais ce sont des centaines de milliers qui ne se reconnaissent absolument pas dans ce modèle-là. Et le point commun de tous ces jeunes, Mera, Nemouche, Koulibaly, les frères Kouachi, c'est d'être à la fois des convertis de fraîche date, des musulmans de surface. C'est-à-dire pas vraiment un ancrage dans cette religion. Et leur vrai point commun, c'est le passage par la prison. Et là, il y a des questions à se poser sur alors on va vous cette école du crime. Oui. C'est pas nouveau. Victor Hugo le disait. Donc c'est pas voilà. Donc on est sur des problèmes qui sont c'est l'un des points qu'on va aborder. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, je voulais poursuivre sur ce point. Et comment comble-t-on ces fossés d'éducation et ces fossés culturels? On voit bien que les collèges, les lycées, les professeurs se heurtent à des difficultés d'explication, d'information. Les collégiens ont du mal à comprendre l'information qu'ils reçoivent et à l'analyser. Les professeurs semblent perdus. Voilà. Est-ce qu'il faut faire rentrer un peu plus de citoyens, un peu plus de... Ou un peu plus de religion peut-être dans les écoles pour les aider à comprendre? Comment est-ce qu'on explique les principes de la laïcité? Comment est-ce qu'on explique les religions au collège quand on Alors, est Olivier Faure, dans les écoles, les collèges, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il y a... D'abord, l'école, on lui demande beaucoup et elle réalise beaucoup. Mais il y a aussi des échecs. Et donc, la question de l'échec, il faut essayer de l'analyser, de la comprendre. Je pense que pendant les dernières années, nous avons peut-être trop laissé place à la différence et pas assez mis l'accent sur le commun. Or, l'école de la République, c'est d'abord l'endroit où on enseigne ce qui nous est commun. Pour les fêtes d'école, plutôt que d'avoir à demander aux familles de venir chacune avec leur drapeau, représentant leurs origines, leurs gâteaux,
leurs plats, etc., et de valoriser l'endroit d'où on vient, ce qui peut être nécessaire aussi. Je ne veux pas non plus stigmatiser ce type de pratique, mais plutôt que d'avoir ce réflexe-là, on devrait avoir un autre réflexe qui est de dire voilà ce que nous avons en commun, voilà pourquoi nous sommes ensemble français. Et être ensemble français, ça veut dire que nous avons capacité à être musulmans, à être catholiques, à être protestants, à être juifs, à être orthodoxes, à être athées et à pouvoir vivre ensemble. Et ça se passe comment? Ça se passe tout simplement par le respect réciproque et par la liberté de chacun de penser, de croire. Et en même temps, y compris dans notre pays, nous ne connaissons pas de délit de blasphème parce qu'on peut rire de tout, on peut se moquer de tout, à la condition de ne pas inciter à la haine raciale, etc. Pour faire encore plus simple, on peut rire de Moïse, mais on ne peut pas rire de la Shoah. Parce que dans un cas, on rit d'une croyance, d'une religion, on peut se mettre à distance. Par contre, on ne peut pas se mettre à distance d'un fait historique qui a été dramatique. Sinon, on est à relativiser un événement et on peut être coupable d'inciter à sa reproduction. Et c'est toute la différence entre Charlie Hebdo d'un côté et Dieudonné. Et je veux le dire aussi, Charlie Hebdo a été condamné régulièrement par la justice. Quand ils étaient en l'excès et qu'ils étaient dans la diffamation ou dans l'injure, ils ont été condamnés. Et c'était logique. Mais c'est à la justice de dire le droit et non pas à chacun de s'imposer en censeur et de considérer ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Au fond, vous parlez presque comme un homme de droite il n'y a pas si longtemps, Olivier Faure. Hein, cette affaire de respect de la différence, mais en même temps de synthétiser ce qui nous tient ensemble, vous insistez fortement là-dessus. Oui, je ne sais pas si c'est le propre d'un homme de droite, mais ça fait longtemps que je le dis. J'ai fait campagne là-dessus. Parce que Romain Mazenot, RCF. Vous évoquiez tout à l'heure la prison. Est-ce qu'en prison, il est possible d'isoler les islamistes radicaux, de les regrouper pour éviter tout prosélytisme? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est souhaitable? La prison, l'école du crime, vous disiez, Olivier Faure, tout à l'heure. Oui, enfin, c'est Victor Hugo qui le disait, et je ne faisais que le citer, mais effectivement, pour prendre un autre auteur qui vous est familier, Guy Gilbert, qui avait écrit il y a quelques années, donc ce curé chez les Loubards, qui avait écrit Des hommes y entrent, des fauves en sortent. Donc tout le monde connaît l'aspect criminogène de la prison, et pas seulement pour le djihad, pour beaucoup d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Fresnes, nous expérimentons le fait d'isoler les éléments les plus dangereux dans la prison qui est dans la circonscription à Réau. Tous ceux qui sont effectivement considérés comme islamistes radicaux sont aussi regroupés et sont là pour le coup à partager simplement un certain nombre de couloirs avec le grand banditisme. Mais donc ils sont écartés des individus les plus fragiles. C'est une bonne solution, ça, Olivier Faure? Je pense qu'effectivement, c'est une solution. Sans arriver à Guantanamo, il ne s'agit pas de faire des prisons entières qui deviendraient des symboles et qui, de ce fait, ne sont pas souhaitables, parce qu'il ne s'agit pas de dire à tel endroit vous avez les islamistes, sauf à encourager les opérations d'évasion, en faire un symbole à l'extérieur qui n'est pas souhaitable. En revanche, avoir des quartiers dans certaines prisons qui soient réservés à ces individus qui utilisent la prison comme le moyen de propagation de leur fanatisme, là, effectivement, je pense qu'il y a des mesures à prendre et qu'il faut effectivement aller dans le sens de ce que Manuel Valls a souhaité faire cette semaine. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il n'y a pas de cloison étanche, de toute façon, en prison, entre l'islamisme et puis les autres détenus, vous le savez. Oui, bien sûr. Donc, ça ne suffira pas comme solution. Enfin, ça paraît extrêmement en deçà des attentes sur ce terrain-là, qu'on attend de la part d'un gouvernement qui prenne ses responsabilités maintenant face à un phénomène. Il n'y a absolument aucune recette miracle. Si elle existait, ça fait longtemps qu'on l'aurait utilisée. Il faut maintenant réfléchir ensemble, et ça doit être aussi un sujet d'union nationale, à la façon dont on peut effectivement combattre cet islamisme radical par tout moyen. Et donc ça peut passer à un moment par les prisons, mais aussi ça passe par la formation des imams, je pense, et puis sur les aumôniers des prisons, faire en sorte qu'il puisse y avoir des aumôniers dont on puisse contrôler le discours et qui puissent aller prêcher autre chose que cet islam radical. Prêcher en français ? Prêcher en français. Et puis, ça suppose aussi peut-être que, plus largement, on se pose la question de
la déradicalisation, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on arrive à faire passer quelqu'un qui est en rupture avec la société française à nouveau un mécanisme d'inclusion. C'est pas facile parce que ce sont des gens qui sont justement qui étaient déjà en rupture et la prison provoque une seconde rupture. Et donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la prison soit une transition non pas vers pire, mais vers la rédemption, pour prendre un vocabulaire là aussi qui vous parlera peut-être plus qu'à d'autres. Une dernière question brève, pour une réponse brève, de la part de Corinne Laurent, La Croix. Je ne sais pas si la réponse sera brève. Est-ce que, sur le plan des libertés, comment est-ce qu'on place, où place-t-on le curseur entre l'efficacité et le respect des libertés, par exemple sur Internet, par rapport à la vie privée, etc. Olivier Faure, sur cette ligne de crête. Vous l'avez dit, c'est une ligne de crête, mais là aussi, il y a un piège qui nous est tendu par les extrémistes, qui est de nous amener à abandonner les armes de la démocratie et de nous présenter ensuite, aux yeux du monde, comme finalement leur symétrique. Et donc, et on ne peut pas aujourd'hui combattre le terrorisme avec les armes de propagande du terrorisme. Et donc, nous devons effectivement être attentifs à chaque fois et les mesures qui ont été annoncées cette semaine, à la fois sur les fichiers, sur la non-propagation d'idées extrémistes sur le net, etc., ne me semblent pas entraver la moindre des libertés, mais être du domaine simplement de la protection de la collectivité. Et donc, je pense que cette ligne de crête est pour l'instant respectée. Pas de patriot act, parce que ce serait effectivement accepter d'entrer dans une logique qui était celle de George Bush et qui a conduit à Guantanamo, justement, et qui donc est aujourd'hui, y compris contesté par les Américains eux-mêmes, qui ont bien compris que ça n'avait pas servi l'efficacité, et au contraire, que ça avait plutôt permis la radicalisation d'un certain nombre d'individus, notamment en Syrie ou en Irak. Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Olivier Faure, je rappelle que vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne et vous êtes porte-parole et l'un des secrétaires nationaux du Parti socialiste. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Nous allons marquer une première pause. À tout de suite. Retour dans le studio de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF, toujours autour des suites du drame de Charlie Hebdo. Notre invité aujourd'hui, Olivier Faure, porte-parole du Parti socialiste, député de Seine-et-Marne. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question de cette deuxième partie. Alors vous parlez d'unité nationale et puis de tous ces moyens que la République peut mettre en œuvre pour inclure ceux qui se trouvent peut-être dans une situation difficile. Moi, j'ai retenu que vous trouviez comme explication une explication finalement socio-économique du phénomène. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne sont pas intégrées à la société et donc qui versent dans l'extrémisme. C'est ce que j'ai compris. Mais comment expliquez-vous la haine qui peut se dégager envers la France, tout simplement? Olivier Faure. Il y a des explications socio-économiques, elles ne sont pas exclusives de tout autre. Je ne cherche pas à dire que c'est exclusivement, et je ne cherche surtout pas à excuser le crime. Parce qu'on a aussi des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas... Qui ne passent pas à l'acte. Qui ne sont pas haineux et qui ne tuent personne. Ni dans la haine, ni dans la violence, ni quoi que ce soit. Donc il n'y a absolument aucune excuse à trouver à cette barbarie. Maintenant, la question qui nous est quand même posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait aucun enfant de la République qui, à un moment donné, passe à travers les mailles du filet et bascule dans cette forme de terrorisme. Donc, pour répondre à votre question, il faut aussi l'entendre, une partie de la communauté nationale, pour tous les Français qui sont de confession musulmane, le sentiment d'une stigmatisation permanente. Et donc, une forme de victimisation qui est exploitée à mauvais escient, parfois par Dieudonné, par exemple, ou par les djihadistes qui cherchent à utiliser ce sentiment d'exclusion pour en faire un mouvement de colère, de révolte, et le retourner contre la société française. Alors, d'où peut venir l'antidote? Des profs, des familles, des imams? De vous, de moi, c'est-à-dire d'expliquer d'abord. D'expliquer. Je vois bien que, par exemple, ce qu'on me dit aujourd'hui, on me dit, mais pourquoi vous défendez Charlie et vous ne défendez pas Dieudonné? Mais tout simplement, est-ce qu'on peut se sentir choqué par les attentats et en même temps ne pas se sentir Charlie? Alors ça dépend de ce qu'on appelle Charlie. Ça, c'est ce qu'on vous dit chez vous sur le terrain? C'est ce qu'on me dit chez moi. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'on peut très bien ne pas être Charlie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire partager
les idées de Sharp, Cabu, etc. On peut très bien être choqué par une une avec le prophète, on peut être choqué par une une avec le pape, on peut être choqué avec une une sur Moïse, on peut être même choqué d'une une avec François Hollande. Ça, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que dans notre pays, on peut exprimer, y compris des idées qui me choquent? Et ça, c'est la laïcité. Et manifestement, ça coince. Et manifestement, ça coince pour certains, effectivement. Mais il faut faire passer cette idée-là. Le pays de Voltaire, c'est le pays où je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez dire ce que je ne partage pas. Donc si l'attentat avait visé Minute, par exemple, qui a caricaturé Christiane Taubira, vous auriez défilé avec « Je suis Minute ». Mais Olivier Faure. C'est ça. Oui. Poussons l'analogie. Si vous dites non, ça veut dire que... Mais si on avait demain des gens qui, effectivement, rentraient dans un journal dont je ne partage rien, mais qui les abattent, ces journalistes, effectivement, je défilerais au nom de la liberté d'expression, bien sûr. Il ne s'agit pas de... Il n'y a pas de limite à ça. Et François Hollande serait allé sur place et il y aurait eu une grande unité nationale médiatique. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé. Je dis simplement... Non, mais vous l'auriez encouragé, c'est ça que je veux dire. La difficulté, et c'est là où la comparaison n'est pas totalement raisonnable, c'est que pour ce qui est de Minute, on est sur un journal qui... Minute ou un autre, on va dire. Qui prône l'exclusion et donc qui sécrète là aussi volontairement une forme de clivage, de haine, etc. Ce qui n'était pas le cas de Charlie Hebdo. Mais effectivement, moi je me battrais jusqu'au bout pour que des journaux qui sont des journaux légaux puissent prendre leur place dans le débat public, même si je n'en partage rien, ça me paraît l'évidence. Corinne Laurent-Lacroix. Pour revenir à l'école, parce qu'on n'avait pas approfondi tout à l'heure, comment est-ce qu'on aide les professeurs à rentrer dans le concret des explications? On les sent démunis, les professeurs. Comment est-ce qu'on ouvre l'école? Quels moyens peut-on lui donner pour expliquer aux enfants ce monde pour qu'elle puisse exprimer la République que vous évoquiez tout à l'heure, Olivier Faure. Parce qu'à 13 ans, c'est très compliqué d'analyser les choses. C'est vrai, et c'est vrai aussi qu'on a des professeurs qui n'ont pas été formés pendant de longues années, puisque cette formation avait été abandonnée, et donc qui aujourd'hui se sentent un peu démunis pour expliquer des concepts qui sont parfois des concepts un peu compliqués. C'est compliqué la République à expliquer à des jeunes? Autrefois, on appelait ça l'instruction civique. Oui, mais sans doute n'était-on pas exposé non plus à une telle diversité et à autant de phénomènes extérieurs. Vous aviez des élèves hier qui avaient en réalité deux milieux d'acculturation, l'école et la famille. Une double vie antagoniste, peut-être? Parfois antagoniste, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vous avez l'école, vous avez les familles, mais vous avez surtout les réseaux sociaux, le monde virtuel, où vous n'êtes à l'abri de rien. Et donc, il y a aussi une question à se poser sur l'éducation à ce qu'est Internet. Parce que vous ne pouvez pas mettre sur un plan d'égalité des sources qui sont de nature très différente. Vous ne pouvez pas... Et les thèses complotistes ont toujours existé, mais elles se développent aujourd'hui à une allure folle, parce qu'elles trouvent une chambre d'écho qui est infinie avec Internet. Et donc, comment est-ce qu'on explique aux enfants que n'importe quelle source, toutes les sources ne se valent pas, que le travail d'un journaliste n'est pas le travail de n'importe qui, et que donc tout ça ne s'équivaut pas. Et c'est une éducation à repenser aussi. Romain Masneau, RCF. Il y a un projet de collecte, pour revenir à la question des renseignements, un projet de collecte des données des passagers aériens au niveau européen qui est bloqué depuis 1 an par le Parlement européen au nom de la défense des libertés individuelles. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le PNR européen? Est-ce que ça doit devenir une priorité, comme le disent notamment Bernard Cazeneuve ou Nicolas Sarkozy? Olivier Faure. Ou Manuel Valls cette semaine, qui a appelé les députés européens PNR à la française à changer d'attitude eu égard aux événements tragiques. Oui, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons tous évoluer. Il y a des... j'ai du mal parfois à comprendre les réflexes... pour les gens qui n'ont rien à se reprocher, être tracé dans son parcours, c'est pas une vraie difficulté. En revanche, si c'est un moyen de combattre celles et ceux qui aujourd'hui utilisent des parcours bien connus pour se rendre vers des territoires... En Turquie, en Syrie. En Turquie, pour aller ensuite en Syrie, en Irak, etc. Effectivement, il faut prendre le taureau par les cornes.
Louis Dauphren voulait réagir? Oui, il y a une chose que je ne comprends pas dans cet unanimisme républicain aujourd'hui que vous semblez défendre, c'est que c'était ma première question en fait. Dans les années 80, ce qu'on entendait, c'était plutôt le droit à la différence. C'était toute la logique SOS Racisme, c'était ça dans les années 80. Et maintenant, on est sur la République, l'unité, etc. Mais vous avez favorisé une logique qui a mené quand même à l'éclatement de la nation. Et aujourd'hui, vous êtes là à vous réveiller en disant « Ah tiens, c'est vrai, Olivier Faure. On vit, il y a des communautés les unes à côté des autres, mais vous avez joué de ça, y compris électoralement. » Votre regard ne change-t-il pas, le financement Olivier Faure associatif, Olivier Faure, il y a aucune transparence dans le financement des associations aujourd'hui. On sait que c'est une source de corruption politique phénoménale dans notre pays. La Cour des comptes n'a jamais pu, c'était l'œuvre de Pierre-Patrick Kaltenbach en particulier, lever le voile sur ce financement associatif. Mais une transparence qu'il n'y a pas en Angleterre, d'ailleurs, il y a une transparence complète en Angleterre, en France pas du tout. Donc il y a tout un système quand même qui a créé la situation dans laquelle on est. Olivier Faure, est-ce que c'est un écosystème qui est en train de changer? Alors moi, je ne nie pas qu'il existe des responsabilités, y compris à gauche, dans l'échec collectif. C'est pas une responsabilité exclusivement de gauche, mais elle existe. Vous parliez d'SOS Racisme. Pour moi, la principale difficulté avec l'année SOS, c'est d'avoir en réalité décapité la marge des beurs, qui était en 1984, avec Christian Delorme, oui. qui était donc le point de départ d'un mouvement fédérant de nouvelles élites dans les quartiers. Et c'était une marche pour l'égalité, et qui a été décapité par un mouvement qui était plus emballant, plus allant, plus marketing en réalité, et qui donc a déconsidéré ces élites naissantes qui étaient, elles, présentes sur le terrain au profit d'individus plus médiatiques, mais qui n'ont pas su structurer dans les quartiers un discours qui pouvait être un discours de nature à maintenir la cohésion. Et donc, effectivement, il y a, de ce point de vue, une responsabilité. Donc on est passé à côté de quelque chose. On est passé à côté de quelque chose, et on y est passé à plusieurs reprises. Quand en 2005, il y a eu les émeutes dans les banlieues, pourquoi n'a-t-on pas davantage écouté les Mohamed Meshmash et tous les autres avec Assez le Feu, etc., qui, à ce moment-là, ont cherché à nouveau à reconstruire quelque chose sur place, mais qui n'ont pas été souvent entendus par les pouvoirs publics. C'est une évidence. Et donc, on a là, les uns, les autres, une responsabilité. Mais je parle des responsabilités de la gauche, je pourrais aussi parler de celle de la droite. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne cherche pas à dire que tout le monde a... Oui, c'est partagé. C'est partagé. Et ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, justement, il faut, parce que nous sommes dans cette situation, arrêter de se cacher derrière notre petit doigt et avancer en commun si c'est possible, mais aller le plus loin possible pour... faire en sorte que les 20 prochaines années ne ressemblent pas aux 20 précédentes. Il n'y a pas d'opportunisme électoral, ce que je veux dire. Il n'y a pas d'opportunisme électoral à cette émergence de communautés qu'on favorise, auxquelles on donne des avantages, parce qu'après, Olivier Faure, après on a un vote favorable. Le communautarisme, il a été vraiment, enfin là j'en parle vraiment en connaissance de cause, pour l'avoir vu, il a été encouragé, honnêtement, par des élus de toutes couleurs politiques qui ont cherché à travers... ce qu'ils pensaient être un vote captif, ils ont cherché effectivement les uns et les autres à encourager, à attirer vers eux ce qu'ils considéraient être le vote musulman, mais comme ils ont essayé d'attirer le vote catholique ou essayer le vote bouddhiste, etc. Enfin, il y a des exemples multiples. Donc la République s'est un peu prostituée, c'est ça quand même, hein? Il y a des élus qui parfois ont pu avoir un comportement qui était totalement électoraliste au détriment de l'idéal républicain. Mais là aussi, ne généralisons pas, il y a aussi des élus qui ont eu le courage de maintenir des principes, quel que soit ce que ça pouvait leur coûter sur le terrain électoral. Une dernière question de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, là vous faites une forme de mea culpa et par ailleurs, est-ce que le PS fait ses mises à jour, c'est-à-dire sur le plan de la sécurité, est-ce que le Parti socialiste achève son aggiornamento, est-ce qu'il est devenu sécuritaire ? Ça, franchement, je trouve que c'est un procès qui est fait au Parti socialiste depuis très longtemps et je ne vois plus depuis très longtemps sur quoi il repose. Je suis rentré au Parti socialiste il y a bien longtemps maintenant et il y avait déjà il y a 30 ans tous les élus, les maires
qui étaient confrontés aux questions d'insécurité, ont tout de suite pris le sujet en main et n'ont jamais fait preuve de laxisme. Il est peut-être qu'il y avait dans les instances dirigeantes encore quelques discours qui pouvaient traîner ici ou là, mais ça fait bien longtemps qu'ils ont disparu. À la base, et la conversion, souvenez-vous, y compris sous Lionel Jospin, du colloque de Villepinte avec Jean-Pierre Chevènement, et à l'époque, des gens nous disaient « Ah, enfin, vous êtes convertis à une forme de pragmatisme en matière de sécurité. Bon, Lionel Jospin, c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement dont on ne peut pas dire qu'il ait fait preuve du moindre laxisme. Et Manuel Valls incarne peut-être encore mieux que d'autres cette gauche qui. Mais on a beaucoup dit qu'il était isolé, Manuel Valls. Mais maintenant, c'est non, plus mais le cas, y compris Ségolène Royal, elle fait campagne en Ouais. 2007 sur l'ordre juste. Bon, on s'en souvient, oui. Voilà, Manuel Valls n'est pas connu pour son laxisme. François Hollande non plus. Lionel Jospin, avant lui, avait donc été à l'origine de ce colloque de Villepinte qui avait remis les pendules à l'heure, et d'autres avant eux encore. Et donc, franchement, ce procès-là, pour moi, n'a aucun sens. Il y a aujourd'hui un vrai débat, et c'est celui que nous avons eu juste avant, jusqu'où notre désir de sécurité peut-il se concilier avec notre désir de préserver des libertés publiques? Mais ce débat-là, il mérite d'être maintenu. Et on ne peut pas, d'un seul coup, basculer non plus dans la surenchère sécuritaire. Mais de là à penser que nous pourrions être dans le laxisme, là, franchement, il y a un pas qui ne mérite pas d'être franchi. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Olivier Faure. Olivier Faure est porte-parole du Parti socialiste, député socialiste de Seine-et-Marne. A tout de suite. Retour dans ce studio de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens, une édition en quelque sorte, vous n'en serez pas étonné, spéciale Charlie, les suites de ce drame. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure. Olivier Faure est porte-parole du Parti socialiste. Il est élu de banlieue parisienne en Seine-et-Marne, élu socialiste. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors, vous n'avez pas voulu répondre tout à l'heure à la première question de Corinne Laurent, mais tout de même, était-ce une erreur de mettre Marine Le Pen à l'écart du défilé parisien dimanche? Olivier Faure. Mais ce n'était pas la ligne que nous avons tenue. C'est même, moi, j'ai même rappelé dès le démarrage qu'il ne fallait exclure personne. Qu'est-ce qui se passe dans une manif comme celle-là? Appelle qui veut. Ceux qui appellent avec qui ils veulent. Et tout le monde est libre de manifester. La question qui était posée au Front National, c'était de savoir si lui-même se reconnaissait dans Charlie et s'il voulait appeler à manifester. Mais personne ne pouvait exclure Marine Le Pen de cette manifestation. Elle s'en est auto-exclue en allant défiler quelques minutes à Beaucaire. Et ça, c'est sa faute. Mais personne ne peut être jugé responsable de son exclusion. C'est ce qu'elle voulait. Le problème du Front National, c'est qu'il était très partagé en réalité. Il y avait ceux qui considéraient qu'il y avait un élan auquel il ne fallait pas se soustraire, et en même temps une gêne à l'idée de se mettre derrière une banderole Charlie, alors que Charlie Hebdo était connu pour son aversion pour le Front National et pour les idées qu'il porte. Et donc, que cherchait Marine Le Pen? À dire « j'aurais bien voulu venir manifester avec vous, mais j'en ai été exclu ». Et donc adresser un signal à la fois à ceux qui manifestaient et à la fois à ceux qui ne voulaient pas manifester. C'était ça son objectif. Il se trouve que, rencontrant le chef de l'État lui a dit ce que je viens de vous dire. Appelle qui veut, ceux qui appellent avec qui ils veulent, et l'État garantira à chacun la possibilité de manifester. Bon, à partir de là, elle s'est trouvée dans son propre piège, et elle a été obligée de s'en extraire à sa façon, mal. Corinne Laurent, La Croix. Beaucoup d'hommes, plus de 10 000 militaires sont déployés sur le terrain intérieur pour assurer la sécurité des Français, des sites sensibles. Est-ce que l'armée française a les reins solides? Est-ce qu'elle a suffisamment de moyens financiers, humains pour assurer cette mission? Est-ce qu'elle est formée pour ça également? Olivier Faure. Je pense que nous avons une armée dont nous n'avons pas à rougir, et qui fait la démonstration de sa capacité à agir sur tous les théâtres du monde. Et donc, quand on peut intervenir en Irak, quand on peut intervenir au Mali, en Centrafrique, ou ailleurs auparavant, en Afghanistan, etc., je pense qu'on est capable de faire aussi ce travail-là en France, qui est sans comparaison d'ailleurs, puisque le danger n'est pas identique et ils ne sont pas opposés à une rébellion ou à des forces armées, etc. Donc,
Voilà, donc oui, je pense que nous avons une armée qui est tout à fait en mesure de répondre aux sollicitations qui sont... Est-ce qu'elle doit être présente dans les quartiers? Vous vous souvenez que dans les quartiers nord de Marseille, une élue de Marseille avait posé la question? Il ne faut pas non plus donner le sentiment que nous sommes passés à une forme de contrôle, d'occupation, etc. Donc il y a toute une difficulté. C'est pour ça que c'est une situation transitoire. Il s'agit de faire face à un moment particulier de tension et non pas d'installer une forme d'état d'urgence permanent dans lequel on verrait des militaires qui seraient en permanence dans les gares, dans les quartiers, etc. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, mais ça doit pas. Voilà, c'est pas une option durable. C'est une évidence. Il ne s'agit pas de mélanger les vocations. Il y a une police et une gendarmerie qui sont faites pour couvrir le territoire pour des opérations de police et de gendarmerie. Et puis il y a une armée qui est faite pour défendre la France à l'extérieur. Romain Mazneau, RCF. En Allemagne, on voit le mouvement Pegida anti-musulman qui fait de plus en plus d'émules avec des rassemblements de plus en plus nombreux à Dresde, même si les contre-manifestants sont plus nombreux au niveau national. Mais tout de même, est-ce que vous craignez de voir apparaître ce genre de mouvement en France, ce genre de rassemblement? Olivier Faure. Je ne sais pas si on aura ce genre de rassemblement, mais des gens qui ont les mêmes réflexes, il en existe, et il suffit de prendre son téléphone pour regarder son fil Twitter ou Facebook ou ce qu'on voit dans les forums. Il y a évidemment des gens qui, aujourd'hui, ont basculé complètement dans la haine de l'islam, et j'en veux pour preuve ces actes islamophobes qui se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers jours, pardon. Donc on a effectivement une radicalisation aussi du côté de l'extrême droite qui est inquiétante. Corinne Laurent-Lacroix. Si on peut aborder d'autres sujets, notamment économiques et sociaux, le Parlement est saisi de la loi Macron sur la croissance et l'activité. Est-ce que vous pensez que ce climat de concorde nationale peut perdurer? Est-ce que les frondeurs doivent rentrer dans le rang à cette occasion? Olivier Faure. Moi, j'ai marché le 11 janvier parce que je me sentais Charlie, c'est-à-dire que je me sentais à la fois républicain et démocrate. Et donc, j'ai défilé aussi pour le pluralisme. Moi, je ne demande pas à l'opposition de devenir socialiste. Ce serait absurde, et ce serait là aussi une victoire de tous ceux qui pensent qu'on peut imposer dans un pays une pensée unique. Donc le consensus, il doit se faire sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la façon dont on défend le socle commun, républicain et laïque. Pour le reste, chacun doit retrouver sa capacité à s'exprimer. Et j'étais en commission hier, avant-hier, et je peux vous dire que le débat n'a rien perdu de sa vigueur et que l'opposition continue à s'exprimer, et c'est normal. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Le travail du dimanche, par exemple, qui est un acquis de la République, comment vous le resituez par rapport à certaines initiatives qui sont proposées qui tendent à tout décloisonner aujourd'hui, en fait, à tout déréguler? Est-ce que la République a encore les moyens et même la volonté de représenter un point dur face à des logiques de dérégulation? Un point de repère. Olivier Faure. Oui, elle le doit. Moi, je m'opposerais évidemment à toute forme de dérégulation qui conduirait à la généralisation du travail du dimanche. Ça serait absurde. Parce que ce jour est un jour qui permet aux familles de se retrouver. Et donc, on ne peut pas à la fois, la minute qui précède, dire il faut faire attention, faire en sorte que les familles puissent continuer à être un lieu de structuration pour les enfants, pour les éviter de devoir basculer ailleurs, et puis de dire qu'on aura des parents qui seront désormais absents le soir, le dimanche, et avec des enfants qui s'élèveront tout seuls. Ça, c'est pas possible. Donc, évidemment, le travail du dominical doit être une exception. Même si c'est une exception qui concerne beaucoup de monde, puisque vous savez que déjà, un tiers des Français travaillent le dimanche selon l'INSEE. Donc, on a quelques zones sur lesquelles il faut effectivement réviser cette position. Je pense évidemment au boulevard Haussmann, aux Champs-Élysées, à Paris, lieux dans Paris, ou dans quelques lieux touristiques qui sont déjà d'ailleurs ouverts le dimanche pour la plupart, et qui méritent de l'être parce que ça correspond à une opportunité, ça correspond à effectivement une activité de passage touristique, etc. Et puis parce que pour s'agissant de Paris, c'est aussi la vitrine du monde, enfin la vitrine de la France dans le monde, pardon. Et donc il y a besoin effectivement
effectivement de considérer ce lieu comme un lieu particulier. Romain Mazenot, RCF. Le gouvernement a dit lui-même qu'il était prêt à des inflexions sur le projet de loi Macron, notamment sur le travail le dimanche. Quels sont les points non négociables de ce projet de loi pour vous? À quel point vous êtes le plus attaché? Les professions réglementées, la libéralisation du transport par autocar, quels sont les points... le cœur de la loi Macron pour vous. Et moi, je pense que tout est négociable. Il y a pas de, là, on ne touche pas à l'essentiel. On est sur un projet qui permet de déverrouiller un certain nombre de secteurs et d'apporter un peu de croissance à chaque fois. Et donc, l'addition peut permettre d'être un outil pour remettre en activité un certain nombre de domaines. Mais je ne vois pas pourquoi, il n'y a rien de sacré dans ce qu'on touche dans la loi Macron. Et donc, sauf le dimanche pour certains. Oui, mais même là, je pense qu'il y a des fantasmes qui sont véhiculés par le fait qu'on parle de 12 dimanches, mais qui sont facultatifs. Et donc, il ne s'agit pas de dire que d'un seul coup, on va se retrouver avec 12 dimanches partout. Et même là-dessus, le débat existe encore entre nous, puisque moi, je ne suis pas favorable au fait qu'on maintienne le chiffre de 12, ou alors qu'on y intègre les jours fériés et qu'on fasse en sorte qu'on diminue cette possibilité, cette faculté, pour ne pas parvenir à justement cette dérégulation dont vous parliez et que je ne suis pas... Quel est le bon chiffre alors? Je ne sais pas s'il y a un bon chiffre, je dis simplement... le bon chiffre, c'est 5 ou 52. Voilà, pour moi, c'était ça la bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire que partout en France, 5 jours, possible, facultatif, peut-être plus à la main du maire, mais à la main du maire et des commerçants, pour qu'il puisse y avoir la possibilité pour ces commerçants qui n'ouvraient pas aujourd'hui, parce que le maire ne les autorisait pas, d'ouvrir à Noël, jour de l'an, les soldes, la Saint-Valentin, et puis donc avoir capacité à réaliser 5 événementiels par an. Et pour ça, ça suffit. Et puis après, il y a des lieux où ça se justifie. On a parlé de Paris, on a parlé d'un certain nombre, il y a un certain nombre de lieux qui sont à fort potentiel commercial aussi et qui, là, peuvent mériter l'ouverture 52 dimanches par an. Mais qui doivent être très restreints et sur des zones réduites. Voilà pour le dimanche. Sur un autre thème, peut-être Corinne Laurent, la Croix. Oui, parmi les questions qui titillent la majorité, il y a le nucléaire, la question du nucléaire. Et il semble que l'exécutif, finalement, maintienne une forme d'ambiguïté. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, fermeture d'un site avant la fin du quinquennat? Avec derrière ça la question de votre lien avec les Verts. On voit que les Verts ne sont pas tout à fait sur la même limite que vous, aussi sur les questions sécuritaires. Olivier Faure. Sur la question du nucléaire, je pense que le gouvernement est assez clair, et il l'a rappelé dans la haute transition énergétique, puisque nous avons un objectif qui est de revoir le mix, ce qu'on appelle le mix énergétique, et de faire baisser la part relative du nucléaire dans la consommation nationale. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître le nucléaire, mais ça veut dire qu'on en réduit la part. Alors après, ça suppose effectivement à la fois fermer des centrales qui sont anciennes et qui peuvent devenir dangereuses, et puis aussi de continuer à promouvoir des filières qui sont des filières d'avenir. Et donc c'est là où c'est très difficile, c'est que... C'est comme le dimanche, il faut gérer le... Oui, mais c'est ce que vous appelez une ambiguïté, c'est simplement la complexité. C'est-à-dire qu'on peut très bien à la fois dire qu'il faut que la part du nucléaire diminue, et en même temps considérer qu'il vaut mieux avoir des centrales nouvelle génération plutôt que des centrales vieille génération. Ce n'est pas incompatible. Simplement, il faut que la part globale du nucléaire dans le mix énergétique continue de baisser. Romain Mazenot, RCF. La semaine prochaine, je crois qu'il va y avoir à l'Assemblée un débat sur la fin de vie. Quel est votre point de vue sur la proposition de loi Claes-Leonetti avec ses directives anticipées contraignantes et la sédation profonde terminale? Quel est votre point de vue? Olivier Faure. Je pense qu'ils ont mené un travail très utile. C'est très difficile de légiférer sur ce sujet-là, et on est tous très partagés. Et on en revient finalement à la laïcité. Parce que la difficulté, c'est que nous avons tous une approche, une appréhension de la souffrance et de la mort qui correspond à nos propres convictions. Pour certains, la souffrance, y compris, peut avoir un sens. Pour d'autres, elle n'en a aucun. Et donc, la difficulté, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, les uns ou les autres s'imposent aux uns et aux autres. Et donc, pour ma part, je pense qu'il y a toute une différence à réaliser entre la promotion de l'euthanasie et puis le respect de ceux qui veulent en finir dans la dignité. Et donc, c'est une question qui est difficile, mais pour ma part, je considère qu'il faut avancer sur ce sujet-là pour permettre à chacun de vivre
de la naissance jusqu'à la mort, en fonction de ce qu'il croit être sa liberté. Mais est-ce que, au fond, Olivier Faure, sur ces questions-là, la République, sur toutes les questions qu'on évoque depuis le début de cette émission, la République est-elle suffisamment outillée pour écouter, prendre en compte les questions spirituelles qui lui sont posées de toutes parts aujourd'hui ? Bon, je ne sais pas. Je pense que la République est un... est-ce qu'elle est outillée ? Est-ce que les politiques savent répondre à chaque fois ? Certainement pas. Autrement, on n'aurait pas toutes ces questions qui se posent. Mais est-ce que la République est un concept qui est de nature à répondre à tout ça ? Je pense vraiment que oui. Je pense que nous avons... que nos aînés nous ont légué un héritage exceptionnel de ce point de vue. La devise républicaine, qui peut même être résumée par un seul mot, qui est le mot de laïcité, puisqu'il est à la fois liberté, égalité, fraternité, pour moi, c'est la meilleure façon de répondre à toutes les questions qui nous sont posées. On ne peut pas imposer... Il serait absurde d'avoir demain une forme d'obligation de se conformer à ce qu'est la dignité ou pas. Personne n'a à dire c'est digne de mourir de telle ou telle façon. Mais inversement, personne ne peut reprocher à quelqu'un de considérer que toute mort n'est pas digne. Et c'est là où il faut que chacun arrive à tolérer ce qu'est l'autre. Et que ce que nous nous imposons à nous-mêmes, nous ne pouvons pas forcément l'imposer à notre voisin, à notre prochain. On est toujours sur cette ligne de crête-là depuis le début de cette émission. Peut-être une toute dernière question, Corinne Laurent-Lacroix. Oui, loin de tous les sujets sensibles qu'on vient d'évoquer. Le Parti socialiste va rentrer dans une phase très active. Allez, on va parler cuisine. Voilà, exactement, de préparation de son congrès qui aura lieu début juin. Qu'est-ce qui se profile ? Une synthèse obligée ou une bataille rangée entre ligne valse et ligne des frondeurs? Olivier Faure, la météo à l'intérieur du Parti socialiste. Qu'est-ce qui est préférable? Je ne suis pas prévisionniste et moi je pense que ce sera ni l'un ni l'autre, qu'on aura un congrès d'orientation avec des gens qui se posent la question de savoir ce que peuvent être les 2 années qui nous séparent de la fin du quinquennat. Et donc chacun apportera sa propre lecture. Ceux qui sont proches d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon ou d'Emmanuel Morel diront qu'il faut donner un coup de barre à gauche, et puis il y a ceux qui diront qu'il faut surtout viser l'efficacité et faire en sorte que ce quinquennat ne soit pas un quinquennat à rater, mais ce débat aura lieu, et donc... Est-ce qu'il ne sera pas sublimé par le drame que nous venons de vivre, même au sein du Parti socialiste ? Je pense que forcément, ça va changer le regard que nous allons porter sur nous-mêmes et sur la responsabilité que nous portons. Forcément, il faudra que dans le contenu même des textes qui seront produits à la réflexion et au vote, le contenu de ce que nous venons d'exposer s'y retrouve, et que nous puissions être les promoteurs d'une nouvelle façon de concevoir la République, de la consolider, et donc comment est-ce qu'on fait notamment pour aller vers plus d'égalité, ce qui est une des questions clés qui sont devant nous et qui résume assez bien toutes les questions que nous nous sommes posées depuis le début, qu'il s'agisse de la partie la plus spirituelle à la partie la plus sociale et économique. Donc comment est-ce qu'on résume tout ça, sinon par ce beau mot d'égalité ? Très bien, ce sera votre dernier mot, ce mot d'égalité. Olivier Faure, je rappelle, vous étiez notre invité, vous êtes porte-parole du Parti socialiste, vous êtes l'un des secrétaires nationaux du même parti, vous êtes député de Seine-et-Marne. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Notre invité la semaine prochaine sera un acteur du domaine économique, ce sera le nouveau patron des patrons, du moins des patrons de PME, François Asselin, qui vient d'être élu à la tête de la CGPME. Merci beaucoup à vous tous de votre fidélité à Face aux Chrétiens. Vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame, de RCF. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.